Ça, c'est le Trône de Fer, A Song of Ice and Fire en anglais, et je pense sincèrement que vous ratez quelque chose à ne pas tester ce jeu. Et je vais vous donner 10 raisons qui font de ce jeu un jeu excellent. Un jeu que vous devriez tester. Première raison, une raison qui va intéresser énormément de gens sur les jeux, c'est excessivement pas cher. Alors tout est relatif, je compare bien évidemment à Games Workshop, qui est au final le créateur de Warhammer, qui va être le jeu principal de l'audience de cette chaîne. Donc du coup, par rapport à Warhammer, c'est vraiment pas cher. Une boîte de base comme celle-ci coûte environ 90 balles sur un site qui s'appelle Ultra Jeux, c'est une boutique à Paris, c'est les moins chers que j'ai trouvé. D'ailleurs, je comprends pas tout au niveau des prix, c'est Asmodée ou quoi qui les fixe, je suis pas trop sûr, mais d'un revendeur à l'autre, le prix de base avant réduction il varie, qui fait que du coup, sur Ultra Jeux, c'est moins cher à moins 10%, alors que sur d'autres sites c'est à moins 20% et c'est plus cher. Je comprends pas trop. Bref, les moins chers que j'ai trouvé c'est Ultra Jeux, je vous mettrai le lien en description, aucun partenariat avec eux pour une fois, c'est vraiment juste parce que c'est moins cher. Mes excuses, je me rends compte en plein montage que je me suis trompé, elles sont en majorité à 81 € en fait, que ce soit pour les Bolton, les Stark, les Lannister, les Greyjoy, les Baratheon, le Peuple Libre ou la Garde de Nuit, mais à 89,90 €, donc 90 € pour les Targaryens et pour les Martell. Voilà, ce sont les deux seules boîtes qui arrivent à 90 €. Je sais pas trop pourquoi, on repart sur la vidéo. Et donc dans une boîte comme ça, à 90 €, vous avez à peu près l'équivalent de 30 points pour la plupart. Mention spéciale pour celle-ci, la Garde de Nuit, qui fait plus de 40 points. Vous allez me dire, 30 points, 40 points, ça fait quoi? 30 points, ça serait l'équivalent de 1500 points pour Age of Sigmar 40K, et 40 points, c'est l'équivalent de 2000 points pour Age of Sigmar 40K. La plupart du temps, à ce jeu, on joue en 40 points. Et donc en gros, avec cette boîte-là précisément, vous avez l'équivalent de 2000 points d'armée Game Workshop pour 90 €. C'est quand même assez dément. C'est un argument connu, mais c'est celui que je donne en premier parce que ceux qui ne connaissent pas forcément le Trône de Fer, je me dis que c'est l'argument qui fait le plus mouche, quoi. Vous pourrez me dire, du coup, c'est que les starters qui sont pas chers. Mais non, le jeu entier n'est pas cher. Une boîte comme celle-ci, qui est du coup une boîte d'unité complète, on a à peu près l'équivalent de ça, hein. De toute façon c'est toujours pareil, on en parlera quand on sera à l'étape mouvement, mais là on a du coup une escouade de 12 figurines, un plateau de mouvement de 12 figurines, dans cette boîte, et la plupart de ces boîtes varient entre 29 et 35 €. Ce qui veut dire que du coup, pour un peu moins qu'un Start Collecting 40K ou une boîte Vanguard Age of Sigmar, vous avez à coup sûr l'équivalent de 2000 points d'armée 40K Age of Sigmar. C'était donc mon premier argument, ce jeu est vraiment pas cher, ça vous prendra pas grand chose sur votre budget de tester une armée complète. D'ailleurs, je vous parle bien évidemment de l'équivalent 2000 points, mais vous pouvez tout à fait prendre un starter set et commencer à jouer avec ça, c'est déjà très bien, hein. Donc là, on est quand même sur une boîte à 90 boules avec 47 figurines à l'intérieur. Et c'est même encore mieux puisque dans chaque starter set, vous avez tout pour jouer, c'est-à-dire que vous achetez ça, vous jouez avec direct. Vous avez donc toutes les figurines, les règles, le plateau politique, une carte de mouvement, un truc en carton de mouvement mais à l'effigie de l'armée que vous avez acheté. Là c'est les Targaryens par exemple. Les cartes qui sont l'équivalent du codex, mais il n'y a pas de codex dans ce jeu, c'est que des cartes par unité. Bien évidemment les plateaux de mouvement pour pouvoir jouer les figurines. Les décors, alors bon les décors ils sont plats, ils sont en carton comme ça, hein, c'est pas ouf. Tous les tokens nécessaires au jeu et en plus d'exemplaires que vous en avez besoin. Et des dés de faction, des dés spécifiques aux couleurs de votre faction. Je vous rappelle que chez Games, ça coûte environ 25 balles les 15 dés, hein. Donc voilà, je pense que là, niveau tarif, je peux pas vous en dire beaucoup plus, j'ai vraiment mis le doigt sur tout ce qui était important. Deuxième point qui du coup collerait un peu au premier, mais l'entièreté des règles de ce jeu, que ça soit pour les unités ou les règles complètes, sont gratuites et mises à jour gratuitement et disponibles tout le temps. Vous avez une application qui s'appelle War Council et qui met à jour l'entièreté des règles, disponibles en plusieurs langues. En plus, vous avez anglais, allemand, chinois, japonais, français. Et vous avez donc là-dedans, le livre de règles complètement gratuit. Voilà, vous avez donc le livre de règles complètement gratuit avec les trucs qui ont été mis à jour, etc., qui apparaissent en rouge. Et vous avez la possibilité de mettre les boîtes que vous avez dans votre collection pour pouvoir faire des listes avec. Je trouve ça vachement pratique. Du genre, par exemple, je vais dans mes armées, je fais Martel, par exemple, et si je coche ici toutes les unités, je pourrais prendre n'importe quoi, mais si je décoche, je pourrais avoir accès que à ceux que j'ai déjà chez moi. Et si on prend par exemple les lanciers Martel, je déroule, j'ai leur stat ici, et si je veux la vraie carte, je fais ça. Et j'ai la vraie carte avec leur stat complète, le verso qui donne les points et le petit lore qui va bien, et les règles spéciales, leur stat, tout ce qu'il faut pour les jouer. Raison numéro 3, tout est déjà monté et comme vous le voyez, c'est précoloré. Donc si vous avez un peu la flemme du montage, que c'est pas le truc qui vous passionne le plus,
vous n'en avez pas. Mais pour ceux qui aiment bien juste jouer au jeu en achetant la boîte et en jouant tout de suite, c'est-à-dire que là vous achetez la boîte, vous l'enlevez le cellophane, vous pouvez juste mettre directement vos figurines sur votre socle, vous jouez dans l'instant, c'est je pense un point positif. Après bon, au niveau peinture et tout, ça peut être assez relou pour certains endroits, mais honnêtement, comme en plus on est sur un jeu régimentaire, c'est pas hyper grave je pense, et qui plus est, la plupart du temps les sculptures sont vraiment bonnes, et le fait que ça soit déjà coloré, je trouve ça assez intéressant si vous voulez initier quelqu'un qui n'est pas du tout habitué avec ce genre de jeu. Et bien du coup, vous aurez vraiment pas de mal à discerner telle ou telle unité. Le fait aussi que le jeu vous donne à chaque fois du coup les cartes, alors en plus la plupart du temps il vous les donne dans toutes les langues, hein, parce que là c'est toujours la même unité mais en français, anglais, allemand, tout ça. Vous pouvez tout simplement mettre vos petites cartes ici pour si jamais vous débutez. Hop, alors bon, c'est pas le plus esthétique, hein, ça c'est sûr, mais au moins au début, eh bien vous êtes tranquille, vous savez exactement qui est qui et qu'est-ce qu'il fait. C'est-à-dire que voilà, vous bougez votre unité comme ça, boum, vous êtes au contact, vous tapez, prenez votre carte et vous dites « Ah oui, il fait ça, j'avais oublié ». Et si jamais vous avez un doute que la carte ne soit pas à jour, comme je vous l'ai dit, application et vous êtes bon. Et aussi le truc qui est bien quand c'est déjà monté, c'est qu'en fait tout est dans une boîte comme ça et vous avez du plastique thermoformé qui fait que c'est vachement pratique à transporter. Donc vous pouvez les peindre et puis les remettre dans leur propre boîte, vu que en fait du coup c'est comme si vous aviez déjà des mallettes de transport adaptées à la forme de vos figurines. Hop, il y a même un emplacement pour y mettre les cartes et un emplacement pour le plateau de mouvement. Et au moins vous savez exactement ce que c'est. Là voilà, c'est les hommes de l'arène. Quatrième point, on commence à rentrer dans le gameplay dur du jeu, c'est en alterné, en activation alternée. C'est le truc que je trouve vraiment très intéressant dans ce jeu, surtout comparé au jeu Game Workshop où il y a très peu de l'alterné. Au Seigneur des Anneaux ça va parce que c'est un tour complet, mais ici on est sur une activation alternée d'unité. C'est-à-dire que si je bouge mes Warden Baratheon comme ceci, et bien après mon adversaire pourra bouger ce qu'il veut d'ailleurs, hein, et par exemple prendre la fuite, ou au contraire les laisser là et faire une charge de flanc avec cette unité, etc., etc., ou même jouer un personnage non combattant sur le tableau politique. Tableau dont on parlera plus tard dans un point. C'est donc hautement stratégique puisque vous pouvez faire une action complète, donc soit vous bougez, soit vous chargez taper, ou alors tu vas sur le tableau politique et terminado, après c'est à ton adversaire. Sauf si tu déclenches des combos avec des cartes, des trucs politiques, etc. Mais on verra ça au point en question. Et c'est ça qui fait que ce jeu est vraiment très stratégique et très sympathique, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme les échecs, vous allez devoir essayer de prévoir les mouvements de votre adversaire pour faire en fonction, et ainsi du coup avoir les cases politiques qui vous intéressent le plus, faire les bons mouvements pour être avec les bons bonus, parce que comme on est sur un jeu de rang, vous vous doutez bien que faire charger de flanc ou de dos c'est pas une bonne idée. Ici vous êtes constamment en recherche de la bonne activation à faire au bon moment, pour gratter petit avantage après petit avantage, et ainsi ravir la victoire à votre adversaire. Cinquième point, le tableau politique. C'est le truc unique à ce jeu qui est vraiment très très sympathique. Ça prend la forme de 5 positions politiques différentes. Vous avez des NCU, des non-unit combattantes, ou en français UNC pour unité non combattante. Vous en avez plusieurs, par exemple ici je vais en avoir 2 du côté des Baratheon et ici 2 du côté des Targaryens. Ils sont là pour représenter les petites manigances qui se passent en dehors de la bataille, comme par exemple des sous qui sont donnés pour renvoyer des troupes. Ça sera par exemple la bourse, qui fait que vous pouvez soigner jusqu'à 3 blessures et retirer un pion état d'une unité. À Song of Ice and Fire, vous avez des plateaux de 12 figurines ou alors de 4. Ici, vous avez 3 PV par tête, ici un seul par tête. Vous prenez 3 blessures, vous avez ça en moins. Si je mets mon pion sur la bourse, hop, je peux soigner 3 blessures, j'ai 3 guerriers qui reviennent, puisque, eh bien, dans l'idée, cette personne est allée payer quelqu'un pour que d'autres renforts arrivent. Vous pouvez aussi forcer un test de panique par exemple, vous pouvez piocher des cartes tactiques, vous pouvez effectuer une action d'attaque gratuite, et donc du coup attaquer 2 fois dans le même tour. Ce qui rend aussi le tableau politique très intéressant, c'est que c'est une activation. Alors une activation qui peut donner des bonus intéressants, comme par exemple frapper gratuitement, mais une activation quand même. Donc par exemple si vous avez une unité qui est comme ça, à pouvoir se faire charger de flanc, et que vous décidez d'activer un truc sur le tableau politique pour soigner par exemple une autre unité qui pourrait mourir si jamais vous ne le faites pas, eh bien c'est un choix à prendre en considération du danger que pourrait représenter le fait de se faire charger de côté par 12 immaculés. Et c'est aussi ça toute la saveur de ce jeu, puisque du coup on peut vraiment avoir des trucs très intéressants. Sachant que certains bonus peuvent être quand même très utiles, comme par exemple pouvoir faire une manœuvre gratuite à une unité qui serait par exemple de cavalerie, qui a déjà en bonus le fait de faire une manœuvre gratuite. Donc elle pourrait bouger 3 fois, ce qui pourrait peut-être permettre, hop,
et hop, de charger derrière. Les possibilités stratégiques de ce jeu sont vraiment très bien décuplées. Et le tableau politique en fait grandement partie. 6e point, c'est donc vraiment stratégique et surtout il n'y a pas de army win. C'est-à-dire que c'est pas comme à 40K où tu peux avoir déjà perdu rien que parce que tu tombes contre une armée qui contre complètement ta liste. T'as vraiment toujours une possibilité de te débrouiller, de te dépatouiller et les parties se jouent. Tu peux avoir des match-ups un peu défavorables, effectivement, ça peut arriver. C'est jamais clairement army win. Après, je tiens à préciser que j'ai jamais fait de compétition à haut niveau de A Song of Ice and Fire. Aussi, truc très intéressant, on jette quand même des dés, mais ça n'a pas un impact énorme. C'est-à-dire que tu ne peux jamais complètement oblitérer une unité. Enfin, ça pourrait peut-être arriver avec moult combos dans un truc compétitif, je pense, hein, on sait jamais, je préfère me garder de ça. Mais en tout cas, c'est vraiment pas le truc qui sort tout le temps, et si jamais c'était le cas, c'est un truc qui coûterait très cher, je pense, en termes de points, en termes de ressources, et qui serait pas forcément applicable tout le temps. Donc ce que je veux dire, c'est que quand tu jettes tes dés, en général, tu ne joues pas ta vie. On peut toujours faire quelque chose contre l'armée adverse, et ça, c'est très intéressant. La tactique peut aussi se faire au niveau des listes, puisque comme je vous en avais parlé tout à l'heure, on a les personnages non joueurs. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que vous n'êtes pas du tout limité à en prendre 2, vous pouvez en prendre 3, si jamais vous voulez, vous pouvez aussi en prendre 0, même si j'ai jamais vu personne faire ça. Et si vous en prenez 3, alors qu'il n'y a que 5 places sur le tableau politique, vous vous doutez bien que si votre adversaire en a 3 aussi, vous allez vite vous battre, parce que un UNC qui ne peut pas être passé pour le tableau politique, c'est juste des points en moins. Par exemple, elle là, elle fait 4 points. 4 points sur une partie à 40 points, si je perds 10% de mon armée pour rien du tout, c'est quand même assez embêtant. Je vous l'ai pas dit, mais sur un tour de A Song of Ice and Fire, on ne passe au tour d'après que quand tout a été activé, mais que vous avez bien évidemment l'option de ne rien faire. C'est une activation telle quelle. Et si jamais du coup, on a tout le tableau politique qui est rempli, eh bien votre UNC, bon là c'est pas le cas, hein, mais vous avez compris l'idée, ne peut rien faire et sera obligé de faire l'activation rien faire. Après bon, ça c'est à prendre en considération, mais si vous êtes un Targaryen, vous vous en foutez complètement, puisque les Targaryens sont les seuls et uniques à avoir une case en plus à ajouter ici sur le tableau politique, avec l'hôtel des non-mourants. Ouais, c'est un peu pété. Point numéro 7, les plateaux de mouvement. Alors bon, là c'est à peu près subjectif au final, mais moi si je suis venu sur Assoif au tout début quand c'est sorti en 2018, c'était pour les plateaux de mouvement parce que j'étais excessivement frustré de la mort de Battle. Du coup, avoir investi pas mal d'argent dans plusieurs armées pour Battle et voir ça réduit à néant, m'a un peu frustré du jeu de plateau, j'avoue. Du coup ça m'a donné grave envie. Voilà, plateau de mouvement c'est bien. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils sont tous identiques, c'est-à-dire que contrairement à Battle justement, vous pouvez avoir des énormes régiments de zombies par exemple, moi j'avais fait un régiment de 100 zombies, enfin, c'était pas très fort, hein, mais c'était marrant. Ici ils seront tous exactement pareils, vous avez le plateau de 12 figurines d'infanterie. Donc là, vous en avez 12 ici, vous en avez 12 là. Ce sera toujours le même plateau, ils seront toujours pareils. Vous avez le plateau de 4 figurines de cavalerie, avec 3 points chacun pour arriver à 12 PV. Et après, les plateaux spéciaux, qui sont pas non plus énormes. Le plateau du monstre ou du cavalier solitaire, là c'est Jorah Mormont. Mais si je prenais par exemple les dragons de Daenerys Targaryen, du typhon, de la maison, tout ça, machin, eh bien ils sont sur exactement les mêmes socles. Un socle de dragon, hop, je mets Jorah dessus, c'est la même chose. Pareil pour les géants, qui sont d'ailleurs les rares figurines que j'ai peintes. Exactement le même socle que Jorah. Et des grands socles rectangulaires de monstres, comme par exemple ce mammouth, ou encore on a les éléphants de la compagnie dorée, parce qu'il y a quand même des grosses bébêtes assez sympathiques, hein, ou encore les armes de siège, comme par exemple ici, le scorpion de la garde de nuit. Et je vous mets maintenant à l'écran les images des 3 figurines peintes là que j'ai sur moi, parce que j'en ai d'autres mais je les ai pas ramenées. J'en ai pas beaucoup encore, hein, je suis pas très actif, mais ça viendra. Pour que vous voyez une tronche des figurines une fois peintes, sachant que là, les 3 que je vous montre à l'écran, c'est du full contraste hyper rapide. J'ai peint ça TTC en moins d'1 heure, les 3. 8e point, la rejouabilité de ce jeu est vraiment très bonne. On pourrait pas croire comme ça à avoir toujours 12 figurines dans un même truc, ou 4 cavaliers, des monstres, enfin des trucs qui ne changent pas trop d'un point à l'autre, avec juste peut-être les NCU qui apporteraient un peu de saveur via le tableau politique, mais il y a quelque chose de très intéressant dans ça. C'est que là, dans cette unité, vous le voyez peut-être pas, mais le chef, eh ben c'est pas n'importe quel chef, c'est Renly Baratheon. Et il amène du coup des bonus, que ça soit à d'autres unités ou à son unité,
ou autre. Et ça, c'est très intéressant. Vous avez pas mal de personnages nommés dans une boîte de base, en général 2 à 3 NCU et 1 à 2 personnages nommés combattants général, ça dépendra des boîtes. Et si vous en voulez plus, vous pouvez passer par ce genre de boîte qui s'appelle sommairement le nom de votre armée, ici Baratheon Heroes 3, parce que c'est la 3e boîte de héros Baratheon. Et ils sont pas trop foulés sur les noms. Et du coup, à l'intérieur, vous allez avoir alors 6 figurines. Pour le coup, c'est beaucoup moins qu'une boîte avec, par exemple, les 13 figurines ici. Mais, à part, par exemple, là ici, Stannis, qui peut être joué tout seul parce qu'il est sur cavalier, un petit peu comme Jorah, mais qui peut aussi être mis en attachement. Par exemple, Jorah, là, je peux le jouer ici comme ça, tout seul, et faire en sorte qu'il soit sur la table comme ça, et il vaudra un certain nombre de points, je crois 5. Mais si jamais, hop, je décide de le foutre en attachement dans une unité, il vaut déjà un petit peu moins de points et il apporte des bonus différents. Donc avec une même figurine, tu peux avoir des bonus différents en fonction de ce que tu mets. Et ça offre du coup pas mal de rejouabilité. Mais si vous n'avez pas envie d'avoir des personnages nommés, parce que souvent ils coûtent quand même pas mal de points, donc si jamais vous n'avez pas envie de prendre des personnages nommés dans vos listes, vous avez ce qu'on appelle des boîtes d'attachement. Les figurines qui sont à l'intérieur sont des personnages mais standards. Vous avez 11 figurines à l'intérieur au lieu des 6 dans l'autre boîte par exemple. Et eux sont des personnages qui vont apporter des bonus dans l'unité, mais pour moins cher. Et dans un jeu où l'équivalent de 2K points pour Age of Sigmar 40K, on est sur 40 points ici, eh bien 1 point ou 2 points, ça fait quand même beaucoup. Et comme si c'était pas suffisant, je vous ai parlé tout à l'heure des éléphants de la Compagnie Dorée. La Compagnie Dorée est une faction neutre. Et les factions neutres ont des unités qui peuvent être prises par l'entièreté des factions du jeu, à l'exception de nos amis les Free Folk, le peuple libre, puisque eux ils sont derrière le mur, ils ont pas de sous, et du coup ils peuvent pas payer les factions neutres. Et vous avez donc ici par exemple, et c'est pour ça qu'il est en marron et non pas en beige, Bronn, épée allouée, c'est le pote de Tyrion Lannister, qui est dans mon unité de Turnwatch, parce que il donne un bonus quand vous allez sur le tableau politique de la bourse de remplacer l'effet qui est disponible, parce que c'est une des fonctions des personnages, par faire une attaque de tir en plus. Ce qui veut dire que techniquement, en foutant Bronn dans une unité d'archers, d'arbalétriers ou autre, souvent je le joue aussi avec mes arbalétriers Lannister, eh bien vous pouvez faire jusqu'à 3 tirs par tour. Leur tir standard, bien évidemment, le fait de prendre le tableau politique, une unité alliée peut effectuer une action d'attaque gratuite, bam, deuxième salle de tir, et prendre la bourse avec un NCU et remplacer l'effet soigner 3 blessures et retirer un pion état par l'effet de Bronn qui est faire une attaque en plus, ce qui vous amène à 3 attaques dans le même tour. Et ça offre beaucoup de rejouabilité. Donc là, je vous ai donné un exemple spécifique, mais avec un attachement, donc un personnage non nommé, ça peut aussi apporter des trucs. Avec d'autres héros nommés, soit en général, soit pas en général, ça apporte encore des bonus. Et également, les NCU ont leur propre carte qui, assez régulièrement, va permettre de changer le tableau politique sur lequel ils se mettent. Ce qui veut dire que parfois vous pouvez faire des listes où vous fichez un petit peu des 5 trucs standards parce que vos NCU vont remplacer les effets à chaque fois par des trucs plus intéressants pour vous dans votre liste. Énormément de rejouabilité via très peu de changements au final dans des listes, et ça c'est très intéressant. 9e et avant-dernier point, la gamme aujourd'hui est vraiment très bonne, que ce soit en termes de choix, comme je vous ai montré avec par exemple les héros, les attachements qui permettent de renouveler énormément vos listes. Pour ce qui est de la qualité des figurines et tout, c'est quand même vraiment bien meilleur que tout début. Quand c'est sorti en 2018, c'est vrai que c'était pas très foufou, mais maintenant, depuis quand même déjà bien 2 ou 3 ans, c'est vraiment très bon. Il y a des trucs qui se font vraiment très stylés. Effectivement, ça ne tiendra pas vraiment la comparaison avec du Games, c'est sûr, mais je pense qu'au tiers du prix, voire même peut-être encore moins, c'est complètement ok, et sur la table ça rend quand même très joli du fait que ça soit en plus en régiment, etc. J'ai une playlist de tous les unboxings des starters que j'ai fait, il en manque encore quelques-uns à faire, sur ma chaîne secondaire. Je vous mets la playlist en description, non, en commentaire épinglé, comme ça vous pouvez aller voir tous les starters que j'ai déjà fait. Et enfin, 10e et dernier point, l'apprentissage est progressif et très facile. Regardez par exemple cette carte des Turnwatch, qui est quand même une carte assez complète parce que eux ils peuvent tirer et se battre au corps à corps, c'est quand même assez facile à comprendre. Vous avez la valeur de mouvement qui est du coup juste ici de 6, la valeur de tir parce que du coup c'est un arc et donc du coup ça peut tirer, une seule flèche parce que du coup ça peut tirer que jusqu'à 6 pouces, dans ce jeu on mesure 6 ou 12 au niveau des tirs, c'est soit courte portée soit longue portée, le nombre de dés que vous jetez en fonction du nombre de rangs qui vous reste, c'est-à-dire que du coup ce sont eux, s'ils sont à full effectif, ils jettent 6 dés, un round perdu complet, ils jettent encore 6 dés. S'ils ont perdu 2 rangs au complet, qui reste du coup 4 blessures, ils jettent plus que 3 dés. Ils doivent toucher blessé à 3+, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'un seul jet. Donc là, ici, je jette 6 dés, et chaque fois que j'ai fait un 3 ou plus, c'est une sauvegarde pour l'adversaire.
Même chose pour le corps à corps, donc là c'est en bleu et c'est une épée, ça fait 7, 5 et 4 à 4+. Là, le bouclier, c'est la sauvegarde, donc du coup, ce que je disais ici, là, les dés à 3+, ça déclencherait une sauvegarde à 5+ pour eux, ce qui n'est pas une énorme sauvegarde. Hein. On a les champions du CR qui sont quand même à 2+, c'est beaucoup mieux. La valeur de morale, son rang, donc là c'est une unité d'infanterie à pied, son petit nom, les règles spéciales, donc là on a les règles spéciales que pour les archers, donc si vous faites une attaque de tir, vous avez cette règle spéciale là, qui est une règle spéciale du jeu complet, la règle spéciale pour l'attaque de corps à corps, et la règle spéciale tout court de l'unité qui s'applique tout le temps. Et au verso de sa petite carte, vous allez avoir la loyauté, c'est un truc qui est unique au Baratheon, parce que chez les Baratheon vous avez Renly et Stannis, et ils s'entendent pas trop, donc eux ils peuvent se battre que pour Renly, donc si vous avez pas donc si vous avez Stannis dans votre liste, vous ne pouvez pas les jouer. Leur petit lore, l'unité encore une fois, qu'est-ce que c'est? Sa faction et le nombre de points. Et là, vous avez tout pour jouer. Donc l'apprentissage est très facile, et vous pouvez jouer déjà rien qu'avec ça et le tableau politique, et vous allez déjà vous amuser. Puis après, à côté de ça, vous pouvez ajouter les cartes tactiques, qui sont un paquet de cartes que vous tirez en ayant certaines cartes dans votre main, en général 3, mais avec par exemple lettres, vous pouvez en piocher 2 de plus. Les cartes tactiques vous permettent de déclencher des combos en général, du genre après avoir effectué une attaque, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. C'est quand même assez sympathique. Pour votre première et deuxième partie, je vous conseille pas forcément de le faire, mais si jamais vous avez envie, vous pouvez tout à fait les prendre. Les cartes tactiques ont toujours une base en commun par armée, et vous allez remplacer 3 d'entre elles en double, donc vous allez avoir 6 cartes de plus, mais il n'y en a que 3 différentes, par votre général. Et chaque général a 3 cartes tactiques qui lui sont propres. Ça offre du coup beaucoup de rejouabilité également, et après, quand vous serez encore familier avec ça, vous pouvez rajouter les différents scénarios, il y en a plein dans le livre de règles, qui vous donneront des champs de bataille spécifiques, des règles spéciales de mise en place, des règles spéciales de mission, etc. et un nombre d'objectifs différents à mettre sur la map en fonction du scénar que vous jouez, et avec des conditions de victoire, etc., etc. Sachant que les parties s'arrêtent toujours à partir du moment où toutes les unités sont mortes, bien évidemment, ou très souvent quand vous arrivez à 10 points de victoire. Et voilà, c'est à peu près en essayant d'être le plus concis possible, même si après enregistrement, là, je me rends compte que j'étais beaucoup plus bavard que ce que j'aurais voulu, les 10 raisons qui font que, pour moi, vous ratez vraiment quelque chose à ne pas jouer à ce jeu, qui est Le Trône de Fer en français, A Song of Ice and Fire en anglais, qu'on abrège souvent par A Soif. C'est vraiment un jeu que je vous invite fortement à tester, qui est vraiment très très sympathique. Je m'en suis retenu longtemps d'en parler sur la chaîne parce que j'ai que très peu de figurines peintes, mais vous savez quoi? Balek, je vous ferai une vidéo avec des figurines toutes grises, enfin pas grises du coup, elles sont jaunes ou rouges, pour vous expliquer comment on joue au jeu très prochainement sur cette chaîne. Comme ça, je suis pas obligé d'attendre que j'ai eu la foi de me motiver, ou le temps même, parce que entre les armées 40K, les armées de Age of Sigmar, la V4 Age of Sigmar, le Golden Demon, j'ai pas toujours le temps de peindre une armée complète là comme j'aimerais. Et j'ai pas envie de les bâcler pour autant. Les peuples libres, je les ai fait quasiment entièrement en contraste parce que c'est très très propice, hein. Ils ont énormément de fourrure, de cuir ou de peau, donc ça colle. Mais tout ce qui va être armure Baratheon et tout, j'ai pas envie de les rusher à coup de contraste. Et du coup, Balek, je vous ferai une petite vidéo de comment on joue à ce jeu pour que vous puissiez voir un petit peu l'intérêt et le gameplay de ce jeu que je trouve vraiment fantastique, avec des figurines rouge, bleu, noir, je sais pas quoi, parce que ça dépendra de l'armée que je fais, pour que vous puissiez avoir une idée. Et j'en serai très content, et j'espère que ça vous donnera envie d'y jouer, et tant pis pour ceux qui râleront parce que c'est pas fin, m'en fous. Donc abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi, et prenez soin de vous, bisous, à bientôt, ciao ciao.